bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonne année, que ce soit une année de paix et de paix durable, puisque la durabilité est à l'ordre du jour. Une année de changement aussi, le changement c'est maintenant. Mais oh là mon Dieu, le vilain geste. C'est dans 4, oui, c'était un très vilain geste, dans 4 mois, mais un véritable changement, qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux. Alors j'accueille aujourd'hui Marion Sigaud, et nous allons parler avec elle de ce fameux retour à la base essentielle de la vie, à propos d'un livre, Marion, que vous allez sortir d'ici quelques jours, et qui s'intitule « Les droits sexuels et la destruction programmée de l'enfance et de la famille », parce que c'est ce qui est à l'ordre du jour. Madame Belkacem se vante de n'avoir pas fait l'ENA, c'est ce que aussi souligne Monsieur Hollande, ce qui n'empêche pas de manier avec une aisance virtuose la dialectique, mais elle a un programme de destruction et de déconstruction des enseignements, des savoirs, de la langue, qui est absolument prodigieux. Et l'éducation sexuelle fait partie de cette déconstruction programmée des individus, puisque autrefois on avait la sagesse de penser qu'il y avait un temps pour l'enfance, qu'il y avait un temps pour tout, un temps pour l'adolescence, la préadolescence, et un temps pour la quête amoureuse et l'âge adulte, et qu'on attendait avec beaucoup de je répète le mot sagesse, que les enfants formaient leur personnalité, soient sortis de l'école, du lycée, pour s'intéresser aux grandes choses de la vie, mais d'abord il fallait fabriquer, édifier pas à pas, mot à mot, ces personnalités. Au contraire de maintenant, c'était dans la discipline, le savoir-faire, l'autodiscipline, le sens de l'effort, de l'attention, non pas de la soumission à une hiérarchie professorale, magistrale, mais dans le respect du savoir déjà possédé, des aînés, et aujourd'hui toute chose, puisque ce sont maintenant les enfants qui font l'école aux professeurs. Alors, Marion, présentez-nous votre livre, votre travail, votre quête, ce qui l'a déterminé d'abord. J'ai découvert il y a quelques mois, et j'ai fait à ce sujet une vidéo qui a eu un franc succès sur YouTube, une vidéo que j'ai faite avec Mediapresse Info, sur les droits sexuels. J'ai découvert dans le courant de l'été un texte absolument ahurissant, et non, c'est pas dans le courant de l'été, c'était au printemps dernier, un texte absolument ahurissant qui a été rédigé par la Fédération internationale du planning familial, International IPPF, et qui est tout à fait relayé par toutes les agences de l'ONU, qui s'appelle les droits sexuels, la déclaration des droits sexuels. Rien que le terme m'a choqué, parce que je vois pas ce que c'est qu'un droit sexuel. On a inventé les droits de l'homme, ensuite les droits de ceci, les droits de cela, le droit au logement, le droit à l'avortement, le droit à tout un tas de choses. Maintenant, le droit sexuel. Je suis allée regarder ce que c'était que les droits sexuels, après lecture et relecture à différentes reprises et de façon approfondie de ce texte, c'est le droit de jouir. Alors qu'est-ce que c'est que le droit de jouir ? Sans entrave ni temps mort. Sans entrave ni temps mort. Le droit, qu'est-ce que le droit vient faire là-dedans ? Je veux dire, le droit, qui dit droit dit loi dit juge, qui dit juge dit également réglementation, donc police pour le surveiller. Est-ce qu'il est au programme des grandes agences mondiales de mettre un policier derrière chacun de nous dès qu'il va s'agir de jouir ? C'est en fait tout à fait ça qui se dessine. Cher Marion, oui. Il est interdit d'interdire. C'est quelque chose comme donc, ça. C'est plus compliqué que ça. Il est interdit d'interdire de jouir. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus pervers. Bien donc sûr. C'est effectivement l'intrusion d'un flic dans ma vie intime. On appelait ça la police des braguettes. Jean-Marie Le Pen a fait un jour, je crois, une sortie assez percutante là-dessus. Donc, au titre du droit de jouir, on va avoir de nouvelles règles énoncées, et ces règles deviennent absolument épouvantables dès qu'elles vont s'appliquer aux enfants, parce qu'il est dit en long, en large et en travers, de la première à la dernière page de cette charte des droits sexuels, que les enfants y ont droit, mais, est-il dit, en fonction de leur capacité évolutive, ce qui ne veut rien dire. Alors, c'est surtout que si on donne, c'est le vase communicant, si on donne des droits aux enfants, on en retire aux parents. C'est absolument évident. Je crois que c'est ce qu'il faut dire tout de suite. C'est exactement ce qu'il faut dire. Ce qu'on voit dans
alors sous une fausse barbe qui s'appelle en fonction de la capacité évolutive de l'enfant, c'est-à-dire en fonction de son âge qui n'est déterminé nulle part, il est dit que on va donner aux enfants des droits qui vont passer par-dessus leurs parents. Ça, c'est une évidence. À partir du moment où on donne des droits aux enfants, c'est inscrit déjà dans la loi. Non, parce que les préconisations, oui, mais les préconisations du planning familial sont des préconisations. Ça n'a pas encore force de loi. Mais on sait très bien que c'est comme ça que ça commence. C'est par des considérations comme ça qu'on est arrivé petit à petit. On prépare le terrain. On prépare le terrain et c'est comme ça qu'on est arrivé au mariage des personnes de même sexe, au mariage pour tous. C'est parce que ça a été concocté dans des officines de ce genre et qu'un jour c'est arrivé tout cuit dans des parlements où personne ne l'avait réclamé avant. Alors Marion, ce n'est pas encore passé dans la loi contraignante, coercitive, absolument, mais c'est passé dans les faits. Alors c'est tout à fait passé dans les faits. N'importe qui va sur Google peut trouver des photographies de jardins d'enfants, parce que ça s'adresse aux tout petits, ça commence à l'âge de 4 ans et peut-être même avant. Des peluches sexuelles, on va commencer à familiariser les enfants avec leur corps. Alors, je note tout de suite, là, je brûle les étapes, mais que comme on ne pouvait pas autoriser la pédophilie, on va autoriser la sexualité des enfants. Des enfants qui ne seront plus qui ne subiront plus passivement la demande de l'adulte, mais qui seront eux qui effectueront, qui seront les proposeurs en quelque sorte, qui seront l'offre. C'est exactement la cela. La demande est interdite, mais l'offre ne l'est pas. C'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on va reconnaître aux enfants le droit de décider pour eux-mêmes, c'est dit à toutes les pages, le droit pour les enfants de décider pour eux-mêmes, et ce qui va être interdit et pourchassé et avec la plus grande vigueur, ça va être la violence faite aux enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une relation sexuelle consentie par un enfant, prétendument consentie par un enfant, c'est-à-dire obtenue pas par la violence, sera considérée comme légitime. Quel est le consentement qu'un enfant peut donner? Le consentement de l'enfant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Justement, il n'y a plus d'enfant. Si l'enfant a un consentement, une autonomie, on dit en droit, une autonomie de consentement qui est l'équivalent de celle de l'adulte. C'est exactement ça que prévoient les droits sexuels. Comment a-t-il la capacité de discriminer, la conscience claire de ce que cela signifie, quelles sont les implications, les conséquences, non seulement à court terme, mais à long terme, que ce soit pour sa santé mentale ou sa santé morale. On sait très bien, vous et moi, Marion, qu'il existe des événements de notre vie qui se réinvitent après des temps de silence ou de latence de 20, 10, 20, 30, 40 ans, et tout d'un coup on appelle ça des regrets, des remords, ou des choses remontent à la surface, qui sont des blessures que nous n'avions pas soupçonnées. Or, l'enfant, c'est un temps de préservation. On doit aguerrir les enfants pour qu'ils affrontent les rigueurs de la vie. Or là, on les jette d'entrée de jeu dans le bain, dans la marmite d'eau bouillante. On les jette dans la marmite dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a pas que l'IPPF, donc le planning familial, qui a pondu ce texte absolument abominable. Il y a plusieurs agences des Nations Unies, comme l'UNESCO, comme l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a rédigé un texte qui s'appelle Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, que je conseille à tout le monde d'aller chercher sur Internet. Standard en français, ça veut dire norme. Norme pour l'éducation sexuelle en Europe, qui prétend éduquer les enfants à la sexualité dès le berceau, c'est-à-dire dès la crèche, c'est-à-dire dès avant la maternelle, puisqu'ils ont un tableau de ce qu'on doit enseigner aux enfants qui va de 4 ans en 4 ans et qui commence par 0. De 0 à 4 ans, on va apprendre aux enfants à... Qu'est-ce que vous voulez apprendre en matière sexuelle à un enfant entre 0 et 4 ans? On a très bien compris ce que ça signifie, c'est clair, absolument clair comme de l'eau de roche, on va les masturber. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. Sans dire qu'il va y avoir une main étrangère, une petite ça main, va être la même mise en œuvre, mais il est vrai qu'il y avait un document de l'OMS suisse qui préconisait que l'on enseigne les caresses intimes, ce qu'on appelle l'onanisme, aux enfants à partir de l'âge de 4 ans. Le document alors, a peut-être disparu de la toile, puisque nous sommes dans un monde orwellien. Quand une chose fait un peu tâche, on la fait disparaître très rapidement. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, ce qui veut dire que c'est déjà une amorce
de gouvernance mondiale. Absolument. C'est ceux qui nous imposent des vaccinations dont on ne veut pas, qui sont tout à fait indésirables, qui sont capables de faire massacrer des cheptels entiers dans une région entière ou dans des pays entiers par dizaines de milliers sous prétexte qu'il y a eu un animal malade, donc dans le cas d'une épizootie, mais c'est également la capacité, la force coercitive de l'OMS est telle qu'elle peut mettre des pays, on l'a vu en Afrique, au moment des fièvres hémorragiques, des pays entièrement en quarantaine. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, mais ceux qui diront qu'il n'y a pas de conspiration. Il n'y a pas de conspiration, effectivement, puisque c'est une conspiration à ciel ouvert. Absolument. Il suffit d'ouvrir son journal, si tant est que ce soit un bon journal, ou d'ouvrir son ordinateur, et on voit bien qu'il y a une conspiration, puisqu'il s'agit de déconstruire, de démolir tout ce qui a été bâti depuis des générations, depuis que l'histoire de l'homme est homme, puisqu'on nous dit depuis qu'il y a des civilisations. Pour remplacer tout ça par des abstractions, les sexes biologiques n'existent pas, il n'y a plus que des genres, on peut faire ce que l'on veut, il y a une plasticité, on va revenir sur ce sujet, il y a une plasticité extraordinaire de la nature humaine, et au fond la sexualité est la meilleure des bonnes choses, dès l'âge le plus tendre. Tout de suite, une information pratique. Nous allons montrer à l'écran le bon de commande, puisque le livre doit sortir d'ici 3 semaines à peu près. Mais on l'a actuellement en souscription, moins cher bien entendu. Aux éditions, il est aux éditions Sigest. Donc on peut commander, on peut aller sur Sigest en tapant Sigest sur Google. C'est pas difficile. Et puis, ça serait un moyen, commandé aujourd'hui à la fois, de soutenir le travail d'un éditeur courageux, méritant. Il faut du courage aujourd'hui pour aller à contresens, de l'idéologie dominante, qui est une véritable religion d'ailleurs. Et puis soutenir votre travail, puisqu'il va falloir se battre, j'imagine, pendant des mois et des années sur ce thème à la fois de l'enfance et de la famille, qui sont thèmes qui sont fondamentaux. Mais c'est absolument l'enfance et la famille qui sont en danger, parce qu'à partir du moment où on a décidé de sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge, on a compris que ça ne peut se faire que par-dessus l'autorité des parents, c'est-à-dire qu'on supprime l'autorité parentale. Et dans la mesure où on a caché cette abomination derrière une notion complètement mensongère qui consiste à parler de santé, la santé sexuelle, la santé sexuelle maintenant fait partie de la santé, on pourra poursuivre des parents pour maltraitance quand ils auront voulu mettre leurs enfants à l'abri d'une sexualisation précoce qui est véritablement au programme. Je veux dire, ça y est, dans les petites classes, on va apprendre des choses comme la sodomie, comme la masturbation, j'en témoigne, vous n'exagérez pas. Ah non, mais je donne dans mon livre toutes les références, tous les textes. Il faudra d'ailleurs en mettre un certain nombre en ligne. Les gens peuvent cliquer, ouvrir ces documents. Et je reviens sur cette idée de conspiration. Il y a une véritable conspiration ouverte. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. C'est pas des gens qui se réunissent dans une cave, une conspiration avec une chandelle, un crâne, tout. La conspiration, elle se fait au plus haut sommet de l'État mondial. Alors, il y a une chose que je tiens à dire absolument, c'est que le prétexte scientifique, le faux prétexte scientifique qui sous-tend toutes ces abominations, a été inventé par un certain Kinsey, et là c'est vraiment le moment de le dire et de le redire. Il n'y a de science en matière sexuelle reprise par toutes ces agences que de sciences émanant de l'Institut Kinsey. L'Institut Kinsey est l'institut qui est né des travaux d'un certain Alfred Kinsey, qui était un grand pervers sexuel, un entomologiste, c'est ça. Il s'occupait des insectes. Il s'occupait des guêpes. Il a été grassement payé pendant des années par l'Institut Rockefeller pour pondre des rapports absolument mensongers, manipulateurs, pour changer la morale publique, et il a réussi à changer la morale publique. C'est lui qui est l'initiateur, par ses travaux, par ses pseudo-travaux, de ce qu'a été la révolution sexuelle, de ce qu'a été également la promotion de l'homosexualité qu'on peut voir absolument partout. Tout ça, ça démarre des rapports Kinsey. La fameuse théorie du genre. Et, entre autres, et Kinsey
et celui qui a prétendu démontrer scientifiquement que les enfants étaient sexuels dès la naissance. Et j'ai retrouvé dans les documents émanant des Nations Unies et dans toutes ces agences à la fois internationales et gouvernementales, parce qu'il y a un certain nombre d'institutions également françaises qui sont gravement impliquées dans ces mensonges, la base de ces théories mensongères consiste à dire on sait maintenant que les enfants sont sexuels dès la naissance. Or, cette affirmation, cette prétention provient de prétendus travaux effectués par Kinsey et un certain nombre de pédocriminels qui ont manipulé, violé, torturé des enfants, mais des centaines d'enfants, pendant des mois et des mois pour faire un rapport absolument tronqué consistant à dire les enfants sont sexuels dès la naissance, nous avons été témoins de leurs orgasmes. Les orgasmes étant les évanouissements, les hurlements et les spasmes de ces malheureux. Marion, voilà. Il faut replacer ça dans son contexte et dire que cela semble extravagant au jour d'aujourd'hui, mais que dans l'Amérique des années 30, là où le rapport Kinsey va prendre petit à petit place, c'est 40. Oui, mais dans l'Amérique des années 30, on pratiquait l'euthanasie des débiles, on pratiquait l'eugénisme. Ce sont des théories qui avaient totalement libre cours. En Suède, tout autant. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Que Kinsey n'est pas sorti tout seul, tout droit, armé du néant, mais qu'il avait eu un grand prédécesseur qui était Sigmund Freud, qui avait parlé à plusieurs reprises d'enfant pervers polymorphe, de l'enfant comme un pervers polymorphe, et qu'il y avait une école aux États-Unis qui s'appelait l'école de Francfort. Soit Marcuse ou autres, mais il y a beaucoup d'autres. L'école de Francfort se développait, c'était des intellectuels, philosophes qui venaient de Francfort, qui avaient soi-disant fui le nazisme et qu'on a appelé plus tard l'école freudo-marxiste. Wilhelm Reich en faisait partie ? Reich en a fait partie plus tardivement, Reich qui est mort en prison, le malheureux Reich. Mais il y avait Eric Fromm, toutes sortes de grands intellectuels qui ont créé la matrice d'ailleurs, la matrice intellectuelle, épistémologique, dans laquelle s'est inscrite plus tard la période de 68, qui naît directement de l'école de Francfort et de ces freudo-marxistes. Donc on a tout un courant. Les révolutions, vous le savez comme moi, sont des guerres idéologiques. Et il n'y a pas de véritable révolution sans la construction d'une doctrine, d'une vision du monde qui à un moment donné va s'imposer et subvertir tout l'héritage du temps, on ne peut pas dire des temps anciens, mais des temps précédents. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que mon livre sort un mois après, en même temps que la traduction française du livre de Judith Reisman, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle. Le travail de Judith Reisman est un travail absolument fabuleux. Elle a lutté pendant une trentaine d'années contre tous ces mensonges. C'est un parcours absolument étonnant. Judith Reisman est venue très récemment à Paris, où nous avons eu le plaisir de l'accueillir. Et son livre démonte complètement l'escroquerie de la science du sexe telle qu'elle nous a été transmise par Alfred pseudo-science. On fait croire que c'est une science. Et tout est fondé là-dessus. Tout est fondé là-dessus. Le mot révolution sexuelle est important. Ce qui est important, c'est révolution. C'est une révolution. Il y a eu une révolution. C'est une révolution. C'est-à-dire la société est mise sans dessus-dessous. Tout ce qui était à droite passe à gauche, tout ce qui était à gauche passe à droite. Tout ce qui était bien devient mal et tout ce qui était mal devient bien. Le normal devient le pathologique. Aujourd'hui, si vous êtes contre l'avortement, contre le genre, contre le mariage pour tous, vous êtes un malade mental ou l'équivalent. Et ce qui était pathologique hier devient la normalité. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Alors, le problème, c'est que toutes ces transformations, ces bouleversements se font par petites touches, petit à petit, sans grande terreur. À part la terreur, quand même, il en existe une qui est la terreur intellectuelle. Ah, mais je crois que c'est devenu violent maintenant. Ça a été par petites touches, maintenant c'est violent. Que ce soit dans l'édition, on ne vous éditera pas. C'est pourquoi je soulignais le courage de votre éditeur. On ne vous éditera pas. Vous n'aurez pas accès aux grands médias. Vous ne pourrez pas défendre votre point de vue, vos points de vue. Il n'y aura qu'une parole et qu'une voix dominante qui s'imposera comme une nouvelle religion en quelque sorte, qu'on va retrouver dans la religion d'ailleurs de la laïcité. Alors il y a une chose très
très très importante à dire à propos de ces droits sexuels, parce que c'est à la base effectivement de tout ce bouleversement. Il est dit dès les premières pages du document que la sexualité doit être distinguée de la reproduction et la reproduction distincte de la sexualité, ce qui est une aberration. Et il faut ajouter, Marion, aberration il faut totale. ajouter non seulement de la reproduction et la sexualité, c'est-à-dire le jouir de l'acte procréatif, mais également de l'affectif. Complètement. On oublie, personne ne parle de l'affectif, mais quand on parle Personne ne d'amour, parle de l'affectif. souvent quand on parle d'amour, l'amour il s'aime, mais non, le contact de deux épidermes n'est pas forcément de l'amour. Absolument. Ce sont des poussées hormonales, mais l'amour c'est tout autre chose. Tout le monde ne ressent pas forcément l'amour. Donc il y a aussi un trucage, une falsification des mots, des termes, du vocabulaire qui est proprement hallucinante. C'est-à-dire que dans la mesure où on ne peut pas mettre l'amour sous le scalpel du scientifique, il est absolument exclu de ces droits qui prétendent s'appuyer sur des... Voilà, on met des électrodes et on mesure le degré d'orgasme. Voilà, et l'amour lui-même, c'est plus difficile. Voilà. Mais alors c'est fou parce que... Exit l'amour. Alors exit l'amour, il n'apparaît absolument nulle part, mais exit également la reproduction. C'est-à-dire que, et ça nous mène au droit absolu fondamental, le droit d'avorter, alors que le droit d'enfanter, le droit de se reproduire, le droit de faire des enfants, le droit pour une femme d'accoucher n'est marqué nulle part, absolument nulle part. Alors bon, la glissade... Et on ne parle pas des devoirs. Et alors, la glissade est évidente entre le droit d'avorter et l'obligation morale. Alors on a le droit de jouir. On a le droit de jouir, mais on n'a pas le droit, il n'est marqué nulle part, le droit d'accoucher quand on a eu une relation sexuelle féconde. Et si cette relation sexuelle s'avère catastrophique, qui prend en charge les causes, c'est le contribuable qui paye l'avortement remboursé à 100%, alors que les moyens de contraception ne le sont pas. C'est plutôt 60%, les différents moyens de contraception. Donc l'avortement est devenu, alors que dans la loi Veil, c'était un remède. La loi Veil était claire, il ne s'agissait que d'une mesure de secours pour des détresses. Simone Veil a été explicite là-dessus, je ne dis pas qu'elle a eu raison, mais elle a été explicite. Elle dit aucune femme n'avorte de gaieté de cœur et il s'agit de remédier à une situation d'exception et de détresse. Alors que maintenant... Mais il y a quand même un loup enterré là, c'est que la contraception n'est pas remboursée, mais si l'avortement est remboursé, il faut voir quand même que l'avortement rapporte beaucoup d'argent. Alors, il n'y a pas eu d'études faites en France, je ne vais pas m'avancer. 220 000 avortements 220 000 avortements en France. Par an, en moyenne, ce qui veut dire qu'il y a 10 millions d'enfants qui ne sont pas nés en France. On a un véritable génocide. C'est quelque chose. C'est une autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que le planning familial américain a été piégé par des anti-avortements qui ont réussi à faire parler une médecin appartenant à cette détestable organisation et qui a avoué que chaque avortement représentait au bas mot $500 de bénéfices. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on récupère des pièces détachées de fœtus et certainement beaucoup d'autres choses, puisque un laboratoire suisse vend des produits cosmétiques pour la peau à l'aide dans lesquels on a du collagène. Donc nos sociétés pratiquent le cannibalisme sans le dire. Sauf qu'on les mange pas. Oui, mais enfin on se met sur la peau. Alors l'idée, voilà, évidemment, c'est quand même extraordinaire. Oui, alors évidemment, c'est fait avec la plus grande hypocrisie, c'est-à-dire que c'est pas la Suisse qui va récupérer des fœtus pour les vendre aux Suisses, mais elle récupère les fœtus, elle les vend sur le marché mondial, et ça repart. Bon, il y a eu des articles qui ont été faits là-dessus, c'est absolument abominable. Donc l'avortement, il est remboursé intégralement, il est très très violemment promu, c'est-à-dire qu'une personne a le moindre souci, vous inquiétez pas, on va vous faire passer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? En charge par le contribuable. Et ça rapporte, de toute évidence, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors que ça efface complètement la responsabilité individuelle, c'est-à-dire la liberté ne se conçoit que par rapport à une responsabilité, un choix. Tandis que là, jouissez, l'État s'occupera du reste. Je jouis, tu jouis, elle avorte. Elle avorte, voilà. Je jouis, tu jouis. Les garçons ne sont plus responsables, les filles ne sont plus responsables elles-mêmes de leurs actes. Et alors on dit, mais... tout le monde applaudit. Et toutes ces malheureuses gamines qui sont enceintes, d'abord les malheureuses gamines, elles n'ont pas à avoir une vie sexuelle si elles ne sont pas capables d'en assumer les conséquences. Je veux dire, la vie sexuelle, je suis désolée, ça va avec la maturation, ça va avec l'engagement, ça va avec les sentiments, ça relève du sacré. La pleine ça relève du sacré.
Chez les humains, la vie sexuelle relève du sacré, de l'engagement et de la morale. Il est dit dans tous les documents qu'il faut absolument exclure la morale de toutes les décisions concernant la sexualité. Ah bon, attendez, la sexualité, ça se vit à deux. Il n'y a pas de vie sexuelle s'il n'y a pas de partenaire. Oui, mais de quelle morale parle-t-on? Alors, de quelle morale parle-t-on? Traditionnelle. Mais eux, ils introduisent une autre morale, qui est la morale du jouir. En prétendant l'exclure. Non, c'est la santé. C'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la santé. Puisque la santé, vous avez besoin de jouir pour être oui, c'est une idole. C'est une idole, exactement. Donc, la vie sexuelle doit être vécue en dehors de toute morale, ce qui est une aberration totale. Il n'y a pas de vie sexuelle sans partenaire. Comment voulez-vous avoir tous les droits si vous ne faites pas intervenir la morale? C'est absolument impossible. C'est absolument impossible, sauf avoir le droit de violer. Ah mais c'est pas ça qui est marqué dans les textes. Ben, c'est peut-être pas ça qui est marqué dans les textes, mais c'est ça. Mais c'est la conclusion. Mais c'est la conclusion que c'est ça la implique, conclusion absolument. Logique. Et moi j'ai eu l'impression quand même, après avoir lu et relu tous ces textes, j'ai quand même eu l'impression que les agresseurs des femmes de Cologne, et d'ailleurs il y a un an, c'était simplement des gens qui ont fait valoir leurs droits sexuels. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à ces malheureux garçons? Attendez, tous ces pauvres garçons là qui avaient absolument un besoin de jouir irrépressible et qui n'avaient pas les moyens. Des garçons qui sont en bonne santé, jeunes en bonne santé, ils ont des besoins sexuels et alors ils n'ont pas le droit de violer. Bon, alors admettons qu'ils n'ont pas le droit de violer. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Eh bien, le commerce du sexe. On va légaliser la prostitution. Pourquoi pas? Mais c'est la conclusion, c'est la conséquence. Ou la propre prostitution de ces jeunes gens d'ailleurs. Et alors on dit, alors c'est mieux, c'est quoi? C'est le progrès? C'est le progrès? C'est diabolique. C'est absolument diabolique. J'insiste, toute cette inversion morale qui va mener à la destruction de l'enfance, parce que les droits sexuels vont être reconnus à des enfants de plus en plus jeunes. On a vu, j'avais trouvé un texte émanant du CFAM, c'est-à-dire d'une agence CIS à New York, qui disait que les droits sexuels pourraient être reconnus à partir de l'âge de 10 ans. J'ai posé la question à Judith Reisman, elle me dit 10 ans, mais c'est déjà vieux, ma pauvre. Les droits sexuels vont à terme être reconnus à absolument tous les enfants, quel que soit leur âge. If we just look at the Group for the Advancement of Psychiatry, which is GAP, they said at age 7, the child should be responsible for sexual activity. Or, la sexualité n'a rien à voir avec l'enfance. L'enfance, c'est la période de la vie qui précède précisément la maturité sexuelle. Donc, il est hors de question de laisser passer ces abominations-là qui mettent non seulement l'enfance en danger, mais entièrement les familles. Les parents seront dépossédés de leur autorité sur leurs enfants. La société, la civilisation. Nous allons nous arrêter là, chère Marion. C'est un thème que nous allons reprendre de façon récurrente avec Il y aura matière. Je rappelle que le livre est actuellement en souscription, qu'on peut le commander maintenant à moindre prix, d'aller par exemple sur le site des éditions Sigeste et vous avez un bulletin à remplir pour pouvoir commander votre livre. Ce n'est que le premier d'une longue série sur ce drame, cette tragédie, il faut l'appeler par son nom, qui doit nous mobiliser tous pour arrêter cette espèce de folie, ce naufrage qui s'annonce. Juste un mot tout à fait final pour dire qu'en fait le commerce, la marchandisation, non seulement des corps, mais la marchandisation tout court, programme aujourd'hui, je crois, à la télévision des séquences pour les enfants dès l'âge de 8 mois. Avant, c'était 2 ans, dès l'âge de 8 mois. Donc, dès l'âge de 8 mois, on va les habituer à être de bons téléspectateurs, puis de bons consommateurs et de bons commerçants, puisque on sait que les enfants, dès le plus petit âge, influent fortement sur leurs parents pour tel ou tel type d'achat. Mais le commerce sexuel, dans tous les sens du terme, l'échange sexuel est un commerce, et là aussi c'est un domaine, un secteur qui peut s'avérer extraordinairement fructueux. Marion, merci infiniment. Je préciserai que j'ai préfacé votre livre avec Absolument. Le plus grand plaisir, le plus grand bonheur. Et pour mon honneur. Encore une fois, c'est un combat qui doit être le nôtre. Et qui s'annonce très long. Très long, très difficile. Et, très violent, et je demande à toutes et à tous de vous aider dans ce combat, parce que nos faibles forces n'y suffiront pas. Je vous remercie. À très bientôt. Et Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à nouveau.